Le monde entier est un cactus, il est impossible de s'asseoir. Bon, salut, c'est Garga. Alors, nous allons parler de Davos. Voilà, le forum économique de Davos. Donc, et puis on va faire un petit tour de ce qui s'y a pu s'y passer, qui sera pas exhaustif, hein, mais voilà. Alors, on commence avec un article de Wikistrike du 1er juin 2022 qui dit: le forum économique mondial exhorte les gens à manger des algues et des cactus pour sauver la planète. Les technocrates du Forum économique mondial exhortent les gens à abandonner la viande et d'autres aliments jugés nocifs pour la planète et à consommer plutôt des aliments bénéfiques pour le climat, tels que les algues et les cactus. Donc beaucoup d'algues et des cactus. N'importe quoi. C'est pas la viande qui est nocive, c'est la surconsommation et les élevages intensifs, quoi. Si on fait des élevages qui vont bien et qui sont intelligemment gérés, ça se passe bien, mais c'est sûr que quand tu mets 12 000 bestiaux dans des cages, forcément il y a des problèmes. Voilà, bon, bah, bref. Allez, mais on va bouffer des algues et des cactus, hein, bande de connards. C'est pas eux qui vont en bouffer des algues et des cactus. Déjà que les cactus, on se les prend dans le fion, bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'autre à Davos? Davos, ton univers impitoyable. J'aurais pu commencer avec ça. Alors, on a Klaus Schwab qui déclare à Davos: ma puissante communauté définit l'agenda mondial. Alors, j'avais fait une vidéo déjà sur ce truc-là, qui était plutôt rigolote. Mais voilà, bon, on va faire une répépette. Alors, Klaus Schwab, c'est lui, hein. Le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, s'est vanté que la puissante communauté rassemblée par le Forum économique mondial de Davos en Suisse définit l'agenda mondial et change le monde. Pour le bien commun, j'imagine. Alors, il dit: l'avenir ne se produit pas simplement, l'avenir est construit par nous, a déclaré Schwab, qui n'a pas été élu pour représenter qui que ce soit et encore moins l'ensemble de la race humaine. Par une communauté puissante comme vous ici dans cette salle, nous avons les moyens de vous faire parler. Nein. Nous avons les moyens d'améliorer l'état du monde, mais deux conditions sont nécessaires. La première est que nous agissions en tant que partie prenante des grandes communautés. Donc, nous ne servons pas seulement notre intérêt personnel, mais nous servons notre communauté. Oui, j'aime bien le pas seulement notre intérêt personnel. Ouais, pas seulement, ouais. Mais nous servons notre communauté. Mais quelle communauté? La communauté des fils de pute milliardaires, c'est ça? Ouais, en tout cas, c'est pas la communauté des dieux comme nous, hein. Ça, j'imagine que non. C'est ce que nous appelons la responsabilité des parties prenantes, a déclaré Schwab. Deuxièmement, nous collaborons, le terme est bien choisi, c'est la raison pour laquelle vous trouverez ici au cours de la réunion de nombreuses occasions de vous engager dans des initiatives très orientées vers l'action et l'impact. Impact. Pour réaliser des progrès liés à des questions spécifiques de l'agenda mondial. Mondialiste, on peut même dire. Famine, inondation, peste, sécheresse, peste. Ouais, 2 fois de la peste. Ouais. Variole du singe, guerre et rumeurs de guerre. Tels sont les principaux problèmes auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Et le Forum économique mondial de Davos en Suisse est l'endroit idéal pour trouver les réponses fournies par les élites mondialistes, a déclaré mercredi son fondateur Klaus Schwab, rapporte Breitbart. Le retour de la guerre, les épidémies et la crise climatique, toutes ces forces perturbatrices ont fait dérailler la reprise mondiale, a déclaré Schwab. Président exécutif du forum aux journalistes dans un pronostic quasi biblique avant le début de la convention dimanche. Ces questions doivent être apportées à Davos. Et la crise alimentaire mondiale en particulier requiert toute notre attention immédiate, a-t-il ajouté dans un briefing en ligne, selon l'Irish Team. Le retour d'un rassemblement en personne de 2500 personnes après la pandémie... En personne après... Mais bon, pourquoi pas, ça fait beaucoup de personnes là. Après la pandémie de coronavirus intervient avant que le monde s'efforce de relever le défi que représente l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Voilà. Bon, en fait, je l'ai déjà dit dans l'autre truc, mais bon, allez, on fait une répépète, hein, c'est pas grave.
Dans un monde de plus en plus fragmenté, de plus en plus difficile et où de nombreuses organisations multilatérales et traditionnelles tentent à dysfonctionner ou du moins à susciter de la méfiance, une plateforme mondiale fondée sur une coopération informelle basée sur la confiance et orientée vers l'action sera toujours plus pertinente, plus importante qu'auparavant, a déclaré Schwab. Plus de 50 chefs d'État et de gouvernement participeront à la réunion la semaine prochaine, dont le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, le chancelier allemand Olaf Scholz et Ursula von der Leyen. Il y a beaucoup de schleux, j'ai l'impression, là-dedans quand même, hein. Comme dire présidente de la Commission européenne. Voilà. Bon, allez, je répète ça parce que ça c'était rigolo, c'était dans la précédente vidéo, mais c'est rigolo quand même. Il a dit « L'atmosphère dans laquelle se déroule Davos sera accueillante », sauf pour les gens qui seront pas d'accord, parce qu'en fait les voix contraires ne seront pas tolérées. Mais elle est aussi du plus grand sérieux. Il n'y a donc pas de place pour la frange frivole qui cherche à distraire et à détourner l'attention. Et je la condamne de tout cœur, notamment de ceux qui n'ont rien à voir avec le Forum économique mondial, la communauté, et qui viennent juste à Davos pour détourner notre marque. Voilà. T'as pas le droit de pas être d'accord avec eux, hein, sinon on va te traiter avec mépris, hein, c'est ce qui a été dit. Voilà, bon, Balek, on va passer à la suite. Donc un article de Anguille Souroche. Oui, bah ça aussi j'en avais parlé, mais je fais un petit répépète. C'est donc le président de Pizé qui a fait voilà, à Davos, ils ont parlé d'une puce essentiellement biologique qui est dans le comprimé. Une fois que nous prenons le comprimé et qu'il se dissout dans l'estomac, il envoie, jawohl. Je suis resté bloqué. Si vous aimez mon accent allemand, mettez un pouce bleu, et si vous l'aimez pas, mettez un pouce bleu. Et partagez et tout ça, voilà. Il envoie un signal indiquant que vous avez pris le comprimé. Et ouais, si vous êtes Pimpinot, c'est que vous allez faire un petit tour en HP, et bah fini pouvoir coincer le truc dans une dent creuse. Non, ça marchera plus. Il faudra le digérer pour que voilà, vous serez scanné à la fin. Imaginez donc les applications de ce système, ouais, j'imagine. La conformité, jawohl, ouais, il faut être conforme. Les compagnies d'assurance savent que les médicaments que les patients doivent prendre sont bien pris. Bon. Voilà, bon, on s'en fout. On passe à la suite. Harari. Noam Harari. Et alors, c'est un article de François.freux. Harari est l'homme numérique de demain, les projets inquiétants du forum de Davos. Certains le connaissent, d'autres pas. Pourtant, son rôle est majeur au sein du Forum économique mondial puisqu'il en est le conseiller principal. Yuval Noah Harari est un écrivain et historien israélien, auteur du best-seller Sapiens, ouvrage qui ajoute la science à l'histoire de notre humanité entière. En 2018, déjà avant la pandémie mondiale, il évoquait les concepts de l'homme numérique de demain. Cet homme serait celui que l'on pourrait pirater. Pour ceux qui connaissent Ghost in the Shell, hein, on est dans son délire à lui. Hein. Il évoquait les concepts de l'homme numérique de demain. Cet homme serait celui que l'on pourrait pirater, pour lequel la vie n'aurait plus de sens réel. Les dirigeants devraient alors tout mettre en œuvre pour remédier à cela, notamment grâce aux jeux vidéo et aux médicaments. Voilà, on les assomme bien, on les abrutit avec des jeux vidéo puis des médocs. Ça, t'es bien... Voilà, puis pendant ça, en ce temps-là, eux, ils seront sur Zalem, hein, voilà, Gun, petit, il était très bien ce truc. Voilà. Les dirigeants devraient alors tout mettre en œuvre pour remédier à cela, notamment grâce aux jeux vidéo. Mais oui, je l'ai déjà lu. Le bras droit de Klaus Schwab s'est également fait connaître avec son second tome, Homo Deus. L'homme-dieu, ouais. Considéré comme l'un des livres fétiches de Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, Sapiens, une brève histoire de l'humanité, est un ouvrage publié par Yuval Harari, on a vu. Dans cet ouvrage, il retrace l'évolution de l'espèce humaine à travers la révolution cognitive, l'agricole et scientifique. La quatrième partie du livre, qui concerne l'évolution scientifique, débutant du XVIe siècle selon lui, au XVIe siècle, est particulièrement intrigante. Elle permet de comprendre les avancées technologiques et scientifiques qui permettraient à l'âme de devenir quasi un dieu. Gratte.
Oui, ça me gratte. Bon, donc je me gratte. Les humains sont en train de développer des pouvoirs encore plus grands que jamais auparavant. Nous sommes réellement en train de quérir des pouvoirs divins de construction et de destruction. Nous sommes vraiment en train d'améliorer les humains en Dieu. Eh ben, dis donc, ça faisait longtemps que j'avais pas lu le terme quérir, c'est marrant. Interrogé, c'est chez François lors d'un défi de la vérité, Laurent Alexandre a exposé lui-même son point de vue quant à ses prouesses. Il utilisait le terme coup d'état numérique pour évoquer le pouvoir détenu par les géants de la technologie. Un pouvoir immense, affirmait-il, mêlant à la fois technologie, science et politique. Vers un système de gouvernance mondiale par la surveillance de masse ? Non, jamais. C'est du complotisme. Arrêtez. Chut, chut, ferme-la, physiquement et à tout jamais. Si des notions de grande réinitialisation, Great Reset, ou de système de gouvernance mondiale, promus par le forum de Davos, sont encore souvent qualifiées de thèses conspirationnistes, elles ont un objectif commun. C'est marrant parce que pour certains glandus, c'est du conspirationnisme, mais eux, ils en parlent comme ça dans le plus grand des calmes. Sachant que, il l'a dit, Schwab, c'est que c'est eux qui sont en train de voir, de gérer l'avenir du monde. C'est pas vous là les gueux là qui m'écoutez, c'est bien eux. Et eux, ils sont à fond dans le Great Reset, la gouvernance mondiale et tout ce genre de bordel. Voilà. Et puis t'as les trous du cul qui vont dire non, c'est conspirationnisme, bande de connards. Alors, elles ont un objectif commun, transformer notre société en un monde meilleur. Meilleur pour qui, ouais. Pour ceux qui seront sur Zalem, c'est bien ce que je dis. Mais quels sont les enjeux de ces aspirations ? La surveillance semble être une clé de voûte du projet. À ce sujet, Yuval Harari, le bras droit de Klaus Schwab, a énoncé avec vigueur: nous voyons maintenant des systèmes de surveillance de masse, même dans les pays démocratiques, qui jusque-là avaient été rejetés. Avant, la surveillance était hors de notre corps. Maintenant, elle rentre dans notre corps. Par le fion, les enfants. Par le fion! Peu importe que l'on aime ou non la science-fiction, les questions se posent. D'autant plus que l'instauration du pass vaccinal et la démocratisation des QR codes ont été au cœur de l'actualité internationale pendant 2 ans. Il allait jusqu'à déclarer que les humains sont désormais des animaux que l'on peut pirater. Des animaux, ouais. Il explique que pour pirater un être humain, 2 choses suffisent. Beaucoup de puissance de calcul et beaucoup de données, plus particulièrement des données biométriques. Rappelons que la Commission européenne prévoit d'instaurer un système de reconnaissance faciale international qui remplira justement une gigantesque base de données. Pour l'instant, seuls les citoyens ayant commis une infraction pénale seraient concernés. Pour l'instant. Par ailleurs, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a de profondes ambitions depuis 2021 pour développer le plus rapidement une identité numérique européenne. Le projet consiste à rendre numériques tous les documents administratifs pour les conserver en ligne. Il serait possible d'y accéder de manière sûre et transparente. Mon cul, selon l'Union européenne. En France, Emmanuel Macron s'intéresse de près au métaverse européen. Un nouvel univers numérique et futuriste dans la société pour être profité. La société. Rien d'étonnant étant donné qu'il était reconnu comme habitué de Davos par Klaus Schwab lui-même. Ouais. Peut-on tuer le mensonge ? Oui. Oui, le mensonge, tu le tues pas, mais par contre, tu le fais passer pour une vérité, donc ça revient à peu près au même. Au cours des réunions annuelles du forum de Davos, Yuval Harari répétait à l'envi combien il est simple de faire croire au mensonge. Si vous répétez un mensonge assez souvent, les gens penseront que c'est la vérité, et plus le mensonge est gros, mieux c'est, martelait-il lors d'une interview de l'émission TED en février 2017. Les mensonges, il l'a même appris à vivre avec. Les fake news nous entourent depuis des milliers d'années. Prenez la Bible par exemple. Ouais, ça c'est... Ouais, je sais pas si on peut comparer ça à de la fake news, j'ai envie de dire, mais enfin bon, admettons. Pour résoudre ce problème, la prochaine étape, c'est la surveillance qui va entrer dans notre corps, relate-t-il, un regard plein d'entrain. Youpi, youpi, youpi. Et pour cela, l'épidémie de Covid-19 semble avoir ouvert la brèche. Et les fesses de certains. Si bien que Yuval Harari affirme que l'argument sanitaire convainc les gens d'accepter ce qui est légitime, la surveillance biométrique totale. Ah merde, je viens de balancer un gros postillon sur ma bonnette. Odeur. Commence à me baver dessus là. C'est pas bien ça. Oh. Allez, on passe à la suite. C'est un article encore d'Anguille sous roche qui date du 27 mai 2022.
Le traité mondial sur la pandémie prévoit un système de passeport et de carte d'identité, et c'est une carte d'identité numérique universelle et obligatoire. Sympa. Le traité mondial sur les pandémies de l'Organisation mondiale de la santé prévoit la mise en place d'un passeport numérique. Je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre un accent de gestapiste quand je lis ce genre de truc. La mise en place d'un passeport numérique universel obligatoire et d'un système d'identification. Ausweis! Jawohl! Papier bitte. Les mondialistes et les dirigeants du monde entier se sont réunis à Davos en Suisse. Bon, bref, ça on sait. Les participants des 194 membres de l'OMS, États membres de l'OMS, sont prêts à voter sur les modifications majeures du règlement sanitaire international qui priverait effectivement les pays souverains de tout pouvoir, le confierait au Conseil mondial de la santé de l'OMS en crade, c'est vraiment crade, en cas de prétendue pandémie. Si les ratifications sont acceptées cette semaine, l'OMS se verrait également accorder l'autorité exclusive sur ce qui constitue une pandémie. Et comme nous l'avons vu au cours des dernières années, à peu près tout peut être qualifié de menace existentielle pour la santé publique, y compris, mais sans s'y limiter, la désinformation. Les parents qui protestent dans les commissions scolaires, la liberté d'expression et bien sûr le racisme. Eh oui, forcément, il y a tout, hein. L'Organisation mondiale de la santé, ça va s'occuper du racisme. Ça semble... Ouais. Le fait que l'OMS soit sur le point de disposer d'une autorité illimitée pour décider de ces mesures devrait terrifier chaque Américain. Alors ça, j'imagine que ça vient d'un truc américain à l'origine, parce que Anguille sous roche, c'est pas américain, mais là, à mon avis, c'est un truc... je sais pas d'où ils l'ont sorti, leur bordel, mais bon, ouais. Qui plus est, les changements incluent également des plans pour un système de passeport vaccinal obligatoire et universel supervisé par l'OMS. En fait, l'Organisation mondiale a déjà passé un contrat avec une société allemande appelée T-System pour développer cette technologie. Ils sont si confiants que les mesures seront approuvées. Pourquoi j'ai dit resteront? Extrait de l'annonce conjointe de l'OMS et de T-System. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, va permettre à ses États membres d'introduire plus facilement des certificats de vaccination numérique à l'avenir. L'OMS met en place une passerelle à cet effet. Elle permet de vérifier les QR codes figurant sur les certificats de vaccination électroniques au-delà des frontières nationales. Elle est destinée à servir de procédure standard pour d'autres vaccinations telles que la polio ou la fièvre jaune après le Covid-19. L'OMS a choisi T-System comme partenaire industriel pour développer les services de validation des vaccinations. Selon Gareth Mell, le chef du département de la santé numérique et de l'innovation de l'OMS, le plan pour le nouveau système universel est de délivrer un identifiant numérique à QR code à chaque personne sur la planète. De cette façon, tout le monde est suivi. Mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il s'agit juste d'un exercice de renforcement de la confiance, explique Monsieur Mell. Ah bah Mell alors. Et bien sûr, c'est juste un exercice. T'inquiète, te casse. Ça va bien se passer, cousin. T'as raison, ouais. Oh, c'est tout, ouais, c'est tout. Voilà, il a dit Mel. Donc, les certificats de vaccination qui sont inviolables et vérifiables numériques renforcent la confiance. Non, c'est pas inviolable, t'inquiète. Dès que tu fais un truc, de toute façon, c'est piratable, hein, donc c'est pas inviolable. Renforce la confiance. Non, enfin pas la mienne en tout cas. L'OMS aide donc les États membres à mettre en place des réseaux de confiance nationaux et régionaux et des technologies de vérification. Le service de passerelle de l'OMS sert également de passerelle entre les systèmes régionaux. Il peut également être utilisé dans le cadre des futures campagnes de vaccination et des enregistrements à domicile. Outre le fait que l'OMS est un organisme international non élu et non responsable, qui ne se préoccupe absolument pas des libertés individuelles, l'organisation est dirigée par Tedros Adhanom Ghebreyesus. C'est quoi ce nom? D'où il sort? Ça a l'air grec. Tedros, ça fait grec. Qui n'a pas cessé de proférer des mensonges éhontés et des restrictions paralysantes tout au long de la pandémie du virus chinois.
Inutile de dire que les Américains ne devraient pas vouloir de cet homme près du pouvoir. Pas que les Américains, personne ne devrait en vouloir. Mais grâce à la trahison de Joe Biden, et à la gauche mondialiste et au marais de Washington, marécage washingtonien, cette organisation mondialiste et son chef fou auront un contrôle absolu. Et si l'on considère le fait que le régime Biden a délibérément caché les amendements proposés au traité lorsqu'il a été soumis en janvier, sautant ainsi le processus démocratique, et n'a rendu la proposition publique que des mois plus tard, juste avant l'assemblée de l'OMS. Nous sommes bien au-delà d'une infraction passible de destitution, c'est à la limite de la trahison. Ouais, apparemment chez eux, il n'y a pas non plus... Il n'y a pas non plus de haute trahison chez les Ricains, j'ai l'impression. Bon, ils s'en foutent. Alors, bon, c'est sur le même thème, tiens, on va faire une trad, pof. Le Forum économique mondial pousse le système d'identification numérique qui déterminera l'accès aux services. Dégueulasse, rototo. Le système d'identification numérique propose de surveiller le comportement en ligne, les achats, la biométrie, etc. Le Forum économique mondial, une organisation internationale qui travaille à façonner les agendas mondiaux, machin, blablabla. Un système d'identification, on vient d'en parler en fait, donc je vais pas... Voilà, bon, il y a un rapport quand même intitulé Advancing Digital Agencies, The Power of Data Intermediaries. Dans ce cadre, le World Economic Forum propose de collecter des données sur de nombreux aspects de la vie quotidienne des personnes via leurs appareils, leurs réseaux de télécommunications et leurs fournisseurs de services tiers. Le World Economic Forum suggère que ce filet de collecte de données permettrait une identification numérique, de recueillir des données sur le comportement en ligne de personnes, l'historique des achats, l'utilisation du réseau, l'historique de crédit, la biométrie, les noms, les numéros d'identité nationaux, les antécédents médicaux, l'historique des voyages, les comptes sociaux, les e-comptes gouvernementaux, comptes bancaires, consommation d'énergie, statistiques de santé, éducation, etc., etc. Une fois que l'identification numérique a accès à cet énorme ensemble de données hautement personnelles, le World Economic Forum propose de l'utiliser pour décider si les utilisateurs sont autorisés à posséder et utiliser des appareils. C'est à la chinoise, c'est-à-dire t'as des points. Non, toi t'es un conspi, t'as pas le droit d'avoir un ordinateur parce que tu vas aller sur Conspirator 666 regarder si la Terre elle est bien plate. Donc non, c'est pas bien. Voilà. Bon, ouvrir des comptes bancaires aussi. Ouais, non, toi t'es un fils de pute, t'as dit du mal de machin, donc non. Effectuer des transactions financières en ligne, effectuer des transactions commerciales, accéder à l'assurance, au traitement, réserver des voyages, passer le contrôle des frontières entre pays ou régions, accéder à des services tiers qui dépendent des connexions aux réseaux sociaux, déclarer vos impôts, voter, percevoir des allocations, et plus. Dans ce rapport Advancing Digital Agencies, The Power Data Intermediaries, le Forum économique mondial positionne ce cadre d'identification numérique comme faisant partie de la solution à un écart de confiance dans le partage des données. Et note que les passeports vaccinaux qui étaient obligatoires dans le monde entier pendant le Covid-19, pandémie, machin, blablabla, servent par nature comme une forme d'identité numérique. Bon, voilà. La. Je vais boire un coup, tiens. Ça va me détendre. Bon, je sais pas si du café froid ça détend en fait, parce que c'est dégueulasse. Loue également la manière dont les passeports vaccinaux ont permis au gouvernement de récolter des données auprès de leur population sans préavis ni consentement. Au niveau collectif, les données sur les vaccins sont un atout de santé publique incroyable. Le gouvernement du Royaume-Uni en particulier l'a reconnu et a suggéré que des techniques d'anonymisation, de pseudonymisation et de protection des données pourraient être exploitées dans un environnement contrôlé pour permettre la réutilisation de ces données hautement sensibles.
Dans de tels cas, la notification et le consentement ne sont pas requis en soi pour la réutilisation des données, mais les processus intermédiaires que subissent les données doivent être effectués dans un environnement contrôlé afin que les résultats de l'ensemble des données soient mis à disposition plutôt que les données elles-mêmes. D'accord, les résultats sont mis à disposition, mais pas les données. Je comprends pas trop là. En outre, le Forum économique mondial fournit un exemple spécifique de la manière dont les identifiants numériques pourraient être utilisés pour authentifier un utilisateur en utilisant ses empreintes digitales, un mot de passe ou une technologie de vérification d'identité et décider s'il doit avoir accès à un prêt bancaire. Bon, ok, ça on a vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Au-delà de ces propositions spécifiques, le Forum économique mondial est tristement célèbre pour ses agendas mondialistes et transhumanistes tels que le Great Reset, qui propose que les gens ne possèdent rien et soient heureux, hein, ferme-la, sale gueux. Et la 4e révolution industrielle qui, selon le fondateur et président du WEF, Klaus Schwab, conduira à une fusion de nos identités physiques, numériques et biologiques. Bon, les gouvernements et les entreprises privées adoptent de plus en plus des identifiants numériques. Certains gouvernements promeuvent également une notion similaire, des applications de type crédit social qui surveillent le comportement des citoyens et les récompensent pour être engagés dans des actions approuvées par l'État. Voilà, vous êtes des gentils petits lapins, on vous file une petite carotte. Voilà, on vous en met une dans le cul, puis on vous en met une devant pour vous faire avancer. Ah, c'est génial, c'est merveilleux. Alors c'était donc un article, je ne crois pas l'avoir dit, c'était un article de reclaimthenet.org, publié pas ER, vous êtes gentils les cocos, le 22 février 2022. Ah oui, non, ça c'est la traduction automatique qui fait ça. Bon, alors, on avait un autre article qui était du 24 mai 2022 sur reclaimthenet.org qui dit que... Traduction qui est fait par Didi Rankovic. Didi. Le commissaire australien à la sécurité en ligne dit à Davos qu'il est temps de procéder à un recalibrage des droits de l'homme, comme la liberté d'expression. C'est elle. Gousi. La commissaire australienne à la sécurité électronique, Julie Inman Grant, a choisi le Forum économique mondial de Davos comme lieu pour révéler qu'elle pense que la liberté d'expression, entre autres droits de l'homme, a besoin d'être recalibrée. Je vais te recalibrer, moi, tu vas voir. Nous nous retrouvons dans un endroit où nous avons une polarisation croissante partout et tout semble binaire, alors que ce n'est pas nécessaire. Donc je pense que nous allons devoir réfléchir à un recalibrage de toute une gamme de droits de l'homme qui se joue en ligne, a déclaré Grant à un panel. C'est quoi ça ? Ah oui, d'accord. Tiens, pour la peine, je vais me rallumer ma sèche, là. Ça va me détendre un petit peu, parce que là, je commence à avoir les dents qui poussent. Ouais, c'est mon petit côté lycanthrope. J'ai les dents qui poussent comme ça quand je m'énerve. Et là, quand je commence à avoir des poils sur le museau, ça le fait plus. Donc, nous nous retrouvons dans un endroit... non, je l'ai lu, ça. Voilà. Parmi les autres participants à la discussion figurait un ministre estonien, le vice-ministre belge, et un cadre de l'association Access Now. De l'avis du responsable australien, ces droits de l'homme vont de la liberté d'expression à être à l'abri de la violence en ligne et du droit à la protection des données et au droit à la dignité de l'enfant. Cependant, tout le monde ne sait pas de quoi parler Grant puisqu'elle n'a pas expliqué ce qui est qualifié de violence en ligne ou de dignité de l'enfant. Et il n'est pas clair que ce recalibrage impliquerait spécifiquement. Mais ses propos sur la nécessité de toucher à un droit aussi fondamental que la liberté d'expression ont suscité de vives critiques sur les réseaux sociaux de la part de ceux qui ne voient aucune raison de réinventer cette roue particulière et peinent à comprendre ce qu'étaient les concepts de violence en ligne et assimilés, même signifiés. Oui. Traduction. Et Grant n'est pas étrangère à la big tech et aux médias sociaux, après avoir passé près de 2 décennies à travailler pour Microsoft. Ainsi qu'Adobe et Twitter. Ah ouais, pourquoi elle était chez Adobe
Ouais, bon. Microsoft, ok. Tweeter, ok, mais Photoshop, je vois pas ce qu'il vient foutre là-dedans. Il vérifie nos données, Photoshop, Illustrator, tout ça, là? Oh, je vais peut-être passer sur The Gimp, moi. Elle est devenue la première commissaire australienne à la sécurité électronique. Elle travaille également avec le Gender Policy Council de l'administration américaine actuelle et la coalition mondiale pour la sécurité numérique du World Economic Forum. Le poste de commissaire e-safety a été créé dans le cadre de la loi australienne unique sur la sécurité en ligne, controversée pour son traitement de la vie privée et de la liberté d'expression en ligne, tandis que le site le site web du Forum économique mondial nous rappelle que le bureau du commissaire e-safety est le seul ou premier, comme l'a dit le rassemblement de Davos, la première agence de réglementation gouvernementale de ce type dans le monde. Les pouvoirs de l'agence incluent la protection des personnes contre les abus en ligne. Il semble que, comme son commissaire, le bureau parle beaucoup mais manque de détails. Les rapports indiquent que le site web du régulateur ne prend pas la peine d'expliquer ce qu'il considère exactement comme un abus en ligne, bien qu'il mentionne la cyber-intimidation. Oui, et l'intimidation d'État, ça compte comme un abus? Je sais pas, hein. Le bureau dirigé par Grant peut également sanctionner les fournisseurs de services internet qui ne se conforment pas à ses ordres de suppression de contenu. Voilà. Bon, la suite, ça va être Davos Reveal Building Block for Green Social Credit System. Yavol. Donc il révèle un système de crédit social vert, on en a déjà parlé en fait, je sais pas, est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Ah oui. Ce matin, sur l'un des panneaux diffusés en direct, j'allais dire en Irak, pourquoi pas aussi, le président d'Alibaba Holdings, John, je crois que c'est John, Michael Evans, a affirmé, de toute façon il a une tête à s'appeler John, a affirmé que la société travaillait sur une application qui pourrait suivre l'empreinte carbone d'un utilisateur individuel. L'ancien vice-président de Goldman Sachs a déclaré à l'auditoire du panel « Perspective stratégique consommation responsable ». Nous développons, grâce à une technologie, une capacité pour les consommateurs de mesurer leur propre empreinte carbone. Qu'est-ce que cela signifie? On se demande bien. C'est où voyage-t-il? Comment voyage-t-il? Que mange-t-il? Que consomme-t-il sur notre plateforme? Donc un outil de suivi de l'empreinte carbone individuelle. Maintenant, pour clarifier, Evans ne parlait pas que de la plateforme d'Alibaba, mais c'est une grande plateforme. L'entreprise chinoise est la deuxième plus grande entreprise de commerce électronique au monde, après Amazon, avec des revenus de plus de 715 milliards de yuan en 2021, soit plus de 110 milliards de dollars. Pas mal, hein. Et ils ne sont pas seulement une plateforme de commerce électronique. Par le biais de ses sociétés de services financiers et technologiques, Alibaba gère le plus grand marché de noms de domaines, fournisseurs de messagerie et services de stockage en cloud de Chine, et la plus grande plateforme de paiement au monde. Grâce à Ali Health, qui fournissent des données de pharmaceutiques en ligne, ainsi que des technologies informatiques aux hôpitaux et aux cliniques. C'est bien, putain, ils font tout, hein. Depuis qu'ils ont acheté Autonavi en 2014, ils possèdent également la plus grande société de navigation par carte électronique en Chine. Et essentiellement, en Chine, si vous voulez payer quelque chose sur Internet, vous utilisez probablement Alibaba. Si vous souhaitez commander quelque chose en ligne auprès d'une petite entreprise, vous utilisez forcément probablement Alibaba. Si vous voulez vendre vos affaires d'occasion, vous utilisez probablement Alibaba. Si vous souhaitez enregistrer un domaine, vous rendre dans une pharmacie, vous enregistrer dans un hôpital, envoyer un email, utiliser une carte GPS, vous utilisez Alibaba, vous voyez l'idée. Le secteur informatique d'Alibaba a été également un leader du marché des services d'intelligence artificielle, étant la première plateforme du paiement à commencer à utiliser la technologie de reconnaissance faciale pour confirmer les paiements en 2017. D'autres projets en cours incluent CityBrain, une intelligence artificielle conçue pour scanner les villes et fournir des services de trafic rationalisés, avertir des accidents potentiels ainsi que rendre les transports publics plus efficaces. Une réunion claire vers les Smart Cities. La société a également des précédents en matière d'application d'empreintes carbone individuelles. En 2017, leur filiale de plateforme de paiement Ant Financial Services
a été classé 6e de Fortune Changer le monde pour son application Ant Forest. Les fourmis de la forêt. Ouais, pourquoi pas. Selon Fortune, Ant Forest est la plus grande plateforme de monde pour suivre l'empreinte carbone des individus. Et voici comment cela fonctionne. Les utilisateurs gagnent des points pour planter des arbres virtuels. C'est quoi ce concept? En adoptant des habitudes respectueuses de l'environnement. Mais des arbres virtuels, ça sert à quoi, ta mère? À part bouffer de la bande passante sur des serveurs qui polluent. L'entreprise plante un véritable arbre pour chaque 19,9 kg de carbone économisé. Ah, c'est lamentable. Exactement, ces habitudes respectueuses de la Terre sont... oui, c'est traduction. Mais il ne faut pas être un génie pour faire des suppositions éclairées, oui. Et c'est bien ce que nous voyons concentré sur le suivi de l'empreinte carbone individuelle, lapin compris. Quelque chose d'autre qu'Evans dit plus tard dans le panel est tout aussi intéressant. Ça m'a déprimé, ça, je ne sais pas pourquoi. La troisième chose, nous l'appelons Green Travel. Donc nous avons au sein de notre entreprise quelque chose qui s'appelle AMAP. Ouais, nous aussi on a ça. Une cartographie. Prenez Google Maps ou Waze, plus une entreprise de destination de voyage. Donc ce que nous allons permettre aux gens de faire, c'est d'abord de calculer l'itinéraire le meilleur et le plus efficace, et aussi le moyen de transport le plus efficace. Et puis, s'ils profitent de ces recommandations, nous leur donnerons des points bonus, des points de vertu, qu'ils pourront échanger ailleurs sur notre plateforme. Ainsi, ils sont incités à faire la bonne chose, même s'ils ont la possibilité de faire la mauvaise. Rapprochons donc ces trois faits. Il semble qu'Alibaba ait actuellement des applications utilisées ou en développement qui surveillent les itinéraires et les méthodes de voyage, de récompense et récompense les utilisateurs pour pouvoir faire le bon choix. Qui suit l'empreinte carbone d'un individu, y compris ce qu'il mange et où. Et demande aux utilisateurs, et propose aux utilisateurs plutôt de gagner des points de vertu pour des habitudes respectueuses de l'environnement. Même individuellement, ces fonctions sont suffisamment inquiétantes, mais elles se combinent pour brosser un tableau très préoccupant de l'avenir. Oui, oui. De plus, combiner cela avec ce que nous savons de la portée de l'entreprise à travers ses filiales, Smart Cities, banques, dossiers, médicaux, email, activités internet et bien plus. Encore. Combien de temps avant qu'Alibaba ne décide de récompenser d'autres choix corrects et qui n'ont rien à voir avec l'environnement, comme la vaccination par exemple. Combien de temps après cela commence-t-il à punir les choix incorrects? Ils ont déjà techniquement accès aux données dont ils auraient besoin pour construire ce système. Il serait naïf à l'extrême de ne pas voir où cela mène. Mais non, faut pas faut pas quoi, c'est quoi le truc? Hein, il ne faut pas imputer à la malveillance ce que l'on peut imputer à la bêtise. Hein. Ils sont pas malveillants, ils sont juste bêtes. Et ça va pas nous mener dans un système de surveillance de masse. Nah, ça va pas nous mener à un truc à la chinoise. Nah, ça c'est du complotisme. Et bien sûr, ça ne sera pas seulement la Chine. Si Alibaba le fait, alors Google, Amazon, Apple et tous les autres ne seront pas loin derrière. Ils, à mon avis, sont déjà en train de préparer le truc, hein, vous inquiétez pas. Bon, bien, allez, pour le dernier truc, on avait encore un truc avec un Australien, alors qui date du 12 octobre 2020, donc c'est pas récent du tout. Mais c'était rigolo parce que les Australiens appellent enfin le programme de grande réinitialisation de Davos. En fait, ils sont contents pour le Great Reset. Voilà, bon. Voilà, les experts médicaux reconnaissent maintenant que le confinement ne fonctionne pas. Maintenant, rien de tout cela n'a de sens jusqu'à ce que vous ouvriez votre esprit pour déterminer s'il y a un autre programme en cours au travail. Il y a quelque chose d'inhabituel dans la panique pandémique connue, a déclaré Bernardi. Bref, bon, je vais pas le lire celui-là, je m'en fous. Voilà, je pense que c'est assez long comme ça fait combien? 39 minutes? Ah oui, c'est bien long. Donc, bah écoutez, amusez-vous bien avec ça les petits gnous. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, tapez la cloche, et puis voilà, à plus, bisous bisous.